m'avoir rejoint sur cette keynote entièrement dédiée à la data. Aujourd'hui, nous allons vous parler des données de paiement CB et vous expliquer comment ces données de paiement sont un puissant indicateur de l'évolution de la consommation. Cette présentation durera à peu près 30 minutes et nous aurons 10 minutes d'échange à la fin si vous le voulez bien. Alors déjà, en premier lieu, la carte CB, eh bien oui, c'est le moyen préféré des Français. Selon notre dernière étude Kantar que nous faisons chaque année, à peu près 21% des Français utilisent la carte bancaire à peu près tous les jours ou presque, et 67% au moins une fois par semaine. Ce qui est, on va dire, ce qui en fait le moyen préféré des Français. C'est une tendance qui est inscrite dans les usages de la consommation et effectivement qui ne cesse de se renforcer. Et c'est ce qui fait que la carte bancaire devient effectivement un puissant indicateur de l'évolution de la consommation. Je remercie nos deux speakers de m'accompagner dans cette keynote et je me permets de vous présenter Émilie Cupillard, qui est responsable de la consommation des ménages Bonjour. et innovation méthodologique à l'INSEE, ainsi que David Bouni, directeur de la chaire Finance Digitale à l'Institut Polytechnique de Paris. Bonjour. Et moi-même, donc, Catherina Levallois, responsable Data Marketing chez CB. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. CB, je le disais, la carte bancaire CB, le moyen préféré des Français. CB, qu'est-ce que c'est? CB, ça représente à peu près 14 milliards de transactions de paiement en 2022, soit, selon nos calculs, à peu près environ 65% de la consommation courante des ménages, hors charges fixes, bien sûr, et un peu plus de 20% du PIB en France. C'est ce qui en fait, effectivement, et cette représentativité en fait un puissant indicateur de l'activité économique en France. Nous l'avons parfaitement vu lors notamment de la crise du Covid, et c'est ce qui est illustré sur ce slide, à quel point, en fait, grâce aux données CB, nous avons pu suivre pendant cette crise tout ce qui se passait en fait en France, et à quel point ces données étaient exceptionnelles pour pouvoir suivre l'activité économique et se rendre compte effectivement des différents changements de consommation qui se sont produits à ce moment-là. On voit parfaitement qu'est-ce qui s'est passé au premier confinement, au deuxième, à l'été et ainsi de suite. Et c'est grâce à ces données et cette représentativité des données par carte bancaire CB que nous avons pu faire ces constats. Notamment aussi suivre, parce qu'il n'y a pas que les constats macro, on a pu le suivre aussi par secteur d'activité, on a pu le suivre aussi en fonction des canaux, des différents canaux de consommation. Je parle de tout ce qui est magasin en face à face ou même tout ce qui est VAD. Ça a été extrêmement important de voir à quel point les comportements avaient évolué durant cette période et comment les deux canaux répondaient lorsque les magasins fermaient et que, par exemple, l'Internet reprenait le relais. Donc, fort de ces constats, fort de la richesse de ces données, en fait, depuis quelques années, CB et les membres CB ont développé une démarche totalement citoyenne et responsable, notamment pour servir l'intérêt général et favoriser l'inclusion sociale et sociétale au travers de ces données. Alors, concrètement, comment ça se traduit? C'est assez simple en fait. Il y a différents axes, à peu près 4 axes. Déjà en premier lieu, supporter les pouvoirs publics, notamment, on l'a vu lors de la crise du Covid-19. C'est vrai que CB a fourni des données, bien sûr agrégées, anonymisées, avec l'accord de ses membres, au Trésor, pour le compte du ministère de l'économie et des finances, au CAE, donc le Conseil d'analyse économique, qui faisait des analyses pour le Premier ministre. Donc toutes ces sphères de pouvoir public, CB a décidé effectivement de supporter, de faire bénéficier de la richesse de ces données au pouvoir public. Ensuite, c'est aussi répondre aux sollicitations des grands institutionnels, comme l'INSEE. Et Émilie vous parlera après de la façon dont ils se servent des données CB dans leurs analyses et aussi dans leurs prévisions.
Donc c'est le Trésor, on en a parlé, mais c'est aussi la Banque de France. Donc en fait, tous ces grands institutionnels bénéficient de données CB. Donc bien sûr, ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des agrégats complètement anonymisés, et ceci avec l'accord des membres CB. C'est aussi supporter la recherche en sponsorisant depuis 2019 la chaire Finance Digitale. Donc David vous expliquera tout à l'heure comment, quels travaux ils effectuent au sein de la chaire Finance Digitale. CB effectivement le sponsorise depuis 2019 parce que c'est ainsi qu'on considère aussi notre démarche citoyenne et responsable. Et bien sûr, c'est aussi servir la communauté des membres, je dirais presque en premier lieu, avec notamment différents outils, on verra tout à l'heure, autour de la data. Mais c'est aussi supporter la communauté des commerçants CB au travers du CCC, qui est le Conseil consultatif commerce qui se passe au sein de CB. Et enfin aussi le grand public. Nous redonnons certaines données visibles, enfin nous donnons certaines données visibles du grand public au travers de ce qu'on appelle l'Observatoire CB, qui est visible sur notre site internet et que tout le monde peut consulter. Je vous ai un petit peu visualisé les différents outils que nous développons au sein du data marketing chez CB. Ce sont des rapports de suivi d'activité, puisque comme on peut lire les grandes tendances, finalement, les grandes tendances macroéconomiques de CB, que ce soit par secteur, comme je vous ai dit, par type de canal, ou même géographique. On a vu lors du Covid les déplacements de population aussi, on a pu les mesurer, les analyser. Donc des rapports d'activité pour nos membres, comme je vous le disais en tout premier lieu, mais aussi des suivis d'activité, des différentes applications de suivi d'activité des membres que nous mettons à leur disposition. Que ce soit des applications data marketing, mais ce sont aussi des applications métiers, data métiers. Enfin, nous réalisons aussi certaines études secteurs ou thématiques, que ce soit pour nos membres ou que ce soit des analyses que nous délivrons aussi au sein du CCC. Et puis nous faisons aussi des chiffres clés que nous délivrons aux grands commerçants au sein du CCC. Et encore, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'Observatoire CB que vous pourrez vous-même aller consulter. Donc fort de cette démarche, j'aurais souhaité qu'Émilie Cupillard vous parle maintenant de ce qu'elle fait au travers des données CB que nous leur fournissons. Émilie, c'est à vous. Merci, je vais récupérer la... Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc Émilie Cupillard, je travaille à l'INSEE au département de la conjoncture. Notre rôle au département de la conjoncture, c'est de proposer une analyse de la situation économique actuelle et des prévisions pour le trimestre en cours et les 2 trimestres à venir. Et donc je vais vous apporter notre témoignage à nous, à l'INSEE, sur les raisons pour lesquelles, pour nous, les CB sont une donnée à haute fréquence qui sont vraiment précieuses pour éclairer les politiques publiques. Donc, des données à haute fréquence, quand on parle de données à haute fréquence, nous on insiste vraiment sur 2 aspects. La fraîcheur de leur remontée, ce sont des données qui nous arrivent à J+7, ce qui est très rapide comparé à d'autres sources, et des données qui sont très fines, aussi bien d'un point de vue temporel, puisqu'on a les transactions à un rythme journalier, que d'un point de vue territorial, puisqu'on peut faire des ventilations par département et par secteur, bien sûr. A l'inverse, pour la plupart des agrégats économiques avec lesquels l'INSEE travaille de façon régulière, les données exhaustives, elles sont disponibles en général au mieux 1 fois par mois et à J+30, voire pour les grands agrégats des comptes nationaux qui donnent vraiment une vision complète de l'économie et de ce qui se passe dans l'économie. Ça va être 1 fois par trimestre, 30 jours après la fin du trimestre. Or, certains chocs vont nécessiter une réaction rapide des pouvoirs publics. L'exemple le plus parlant, ça a été le Covid-19, où il était assez crucial de se rendre compte en temps réel de l'impact sur l'économie des restrictions décidées. Et nous, à l'INSEE, c'est à cette période-là en fait, qu'on a vraiment commencé à réellement utiliser les données CB. Donc, un des exemples d'utilisation des données qu'on a à l'INSEE, des données CB, ça va être la prévision de la consommation des ménages.
Lors de chocs importants, on a une corrélation entre l'ensemble des transactions CB avec l'agrégat officiel exhaustif de la consommation des ménages. Donc la courbe bleue ici vous montre le total des transactions par carte bancaire CB et les barres rouges, la consommation exhaustive des ménages qu'on publie à l'INSEE une fois par trimestre. La corrélation, on le voit, elle est moins forte en dehors des périodes de choc majeurs, ce qui se comprend très bien par le fait que la consommation des ménages, en fait, ça va inclure les loyers, l'électricité, etc. En revanche, quand on va se focaliser sur certains secteurs, et donc nous, ça va être secteur par secteur qu'on va vraiment utiliser les données CB, on a une corrélation qui est beaucoup plus nette. Donc ici, on a l'exemple de la restauration. On voit que les données CB, donc la courbe bleue, qui sont vraiment les transactions dans la restauration, ont très bien épousé la courbe des données officielles qui sont mensuelles ici pendant les confinements. On voit donc bien sûr les confinements 2020-2021, on voit aussi l'effet Omicron fin 2021, début 2022. Et sur la période récente, ce qu'on voit aussi, c'est que les variations vont vraiment dans le même sens sur la plupart des mois. Et ce qu'on voit très bien sur ce graphique aussi, c'est que là, les données CB nous permettent d'aller jusqu'en septembre, puisqu'on a les données jusqu'à la semaine passée, tandis que l'agrégat officiel exhaustif, aujourd'hui, les dernières données dont on dispose, c'est le mois de juillet. Donc un autre exemple, un autre secteur dans lequel on va très régulièrement utiliser les données CB, on a une très bonne corrélation entre les données exhaustives publiées une fois par mois et les transactions par carte bancaire, ça va être les achats de carburant. Donc ici toujours vous avez la courbe bleue qui vous donne les transactions CB de carburant et en rouge la donnée officielle. Alors pour les carburants on a des remontées un peu plus rapides exhaustives, donc là les dernières données qu'on a c'est le mois d'août. Et pareil on voit très bien les effets des confinements et sur la période récente des variations qui vont dans le même sens. Alors nous, ce qu'on va chercher, ça ne va pas être d'avoir exactement notre donnée exhaustive dès qu'on a les données par carte bancaire CB. On sait très bien que même si c'est le moyen de paiement très répandu parmi les Français, on a encore des personnes qui payent en liquide leur carburant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur le passé la relation entre les deux séries. Et on va voir que statistiquement, une hausse très forte, par exemple, dans les données CB, va se traduire par une hausse, par exemple, de X% moins forte dans la série exhaustive. Et avec des méthodes statistiques, on est capable d'interpréter en fait, le signal que nous donnent les variations observées dans les cartes bancaires CB pour en déduire une prévision de la consommation des ménages sur le trimestre en cours. Donc voilà, là c'est vraiment, on en a parlé de l'usage des données CB en prévision. Maintenant, à l'INSEE, on utilise carrément les données CB pour publier des indicateurs en parallèle à d'autres sources. Mais ici, on a l'exemple du chiffre d'affaires dans le commerce de détail. Donc c'est un indicateur que tous les instituts nationaux de statistiques publient et il y a un règlement européen qui requiert que cet indicateur-là soit publié 30 jours après la fin du mois pour le chiffre d'affaires d'un mois donné. La source privilégiée à l'INSEE pour avoir les données exhaustives sur les chiffres d'affaires, ça va être les données fiscales issues de la TVA, données qui ne remontent que 60 jours après la fin d'un mois. Et donc là, on a un exemple assez direct de l'utilisation des données CB qui nous permet de publier en avance de phase une première version de l'indicateur qui va être ensuite révisée avec la donnée fiscale, mais on a pu en avance de phase proposer une première estimation et être conforme de plus à un règlement européen. Et donc ce qu'on voit ici, c'est la courbe rouge, c'est l'indicateur avec les cartes bancaires CB et la donnée TVA en bleu. Donc, dans les exemples qu'on a vus jusqu'à maintenant, en fait, on a beaucoup parlé de la fraîcheur des données, l'intérêt d'avoir des données fraîches. Mais maintenant, pour des études qui vont consister à décrire les comportements des consommateurs lors d'événements ponctuels, on va être très intéressé par la finesse temporelle et territoriale des données. Donc,
un exemple, alors bon, on a beaucoup d'exemples d'exploitation de ce type pendant la période des confinements, mais un exemple un petit peu plus récent, c'est il y a un an, si on se replace il y a un an, fin 2022, il y avait des ruptures de stock dans un certain nombre de stations-service. Et donc intuitivement, on peut se dire, rupture de stock, donc baisse de la consommation des ménages en carburant. Et finalement, ce qu'on a plutôt constaté, c'est une surconsommation, ou du moins pas de baisse nette. Et ce que les données CB nous permettent de comprendre, c'est la temporalité de ces comportements. En fait, les ménages ont ponctuellement surconsommé juste avant ou au tout début des ruptures de stock. Donc la courbe orange vous montre l'augmentation progressive de la part de stations-service en rupture de stock. La courbe bleue vous montre les dépenses CB. Donc on voit un pic important en amont un pic de la courbe bleue en amont de celui de la courbe orange, et l'ampleur de la baisse qui a suivi n'a pas compensé en fait l'ampleur de la hausse pré-rupture de stock. On a pu aller même plus loin en exploitant la dimension territoriale, puisque si on se souvient, il y a un an, les difficultés d'approvisionnement, elles n'étaient pas homogènes sur le territoire. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont eu jusqu'à 40% des stations en rupture, en Bretagne, moins de 20%. Mais finalement, y compris dans les régions où la part de rupture de stock n'était pas si importante, on a vraiment eu des comportements de stockage de la part des consommateurs, ce qui permet bien de comprendre qu'au niveau global, finalement, on n'a pas de baisse de la consommation. Voilà donc pour différents exemples d'usage des données CB à l'INSEE. Je passe directement la parole ou... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. Donc David, c'est à toi. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation et merci au groupement de m'accueillir pour parler de recherche. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu moins, donc les données servent à faire de la conjoncture, à faire des analyses de conjoncture, mais on se sert aussi au sein du groupement pour développer la partie recherche, et je vais expliquer ce que c'est la partie recherche. Donc c'est l'usage de données au service de la recherche académique, donc on est en concurrence mondiale avec tous les centres de recherche à l'international, et quand on fait de l'économie, on cherche à avoir absolument des données qui sont de très haute qualité, donc on travaille bien entendu avec l'INSEE régulièrement depuis la production des grands agrégats macroéconomiques depuis les années 50, mais on se rend compte, comme l'a dit Émilie, que la production de ces données prend du temps, sont révisées, etc. Et quand on a besoin d'analyser en temps réel ou en quasi-temps réel des événements ou des chocs sur le système économique, on est obligé de trouver d'autres sources de données, qu'on appelle des sources de données alternatives ou haute fréquence. Et donc des chercheurs utilisent beaucoup les données Google, les données de mobilité dans les transports, etc. Donc nous, on travaille avec le groupement depuis très 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 longtemps, et depuis l'avènement des systèmes d'information basés sur les big data, on utilise ces données-là. Alors, pour développer d'autres aspects qui sont développés par Émilie sur les analyses conjoncturelles dans le temps, nous, on va aussi beaucoup se focaliser sur des analyses spatiales et utiliser la géographie pour étudier en fait certains sujets que je vais vous présenter juste pour rapidement ce qu'on fait. Donc, ce qu'on entend par données haute fréquence, Émilie en a parlé un petit peu, mais c'est données massives, donc 15 milliards de transactions par an. Donc on traite en gros en respectant les contraintes réglementaires, on peut aller jusqu'à 30 milliards de transactions. Donc on a des données qui sont vraiment très 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 conséquentes, en quasi temps réel, comme le disait Émilie. Avec des données qui sont temporelles, donc on a à la seconde près, le jour d'après, on est capable de dire exactement ce qui se passe localement, donc géolocalisé. Donc un paiement, c'est bien sûr une carte, mais c'est aussi un SIRET, un commerçant, et donc on va exploiter beaucoup ces données qui sont géolocalisées. Donc avec le SIRET, on peut connaître grâce à l'INSEE la géolocalisation, c'est-à-dire le code secteur également, le code NAF, ou utiliser d'autres codes comme la MCC et les systèmes monétiques. Et donc on va utiliser tous ces ensembles de données à différents buts. Un, des méthodes d'évaluation d'impact, donc développer des techniques statistiques ou économétriques, toutes choses égales par ailleurs, pour mesurer l'impact d'un choc sur le territoire, je vais y revenir, ou des analyses de prévision. On parle de nowcasting, donc prévoir, aider la Banque de France ou aider l'INSEE ou le Trésor avec des modèles économétriques pour essayer de prévoir les dépenses de consommation dans les territoires ou dans le temps. Et donc je vais vous présenter quelques cas d'études. On traite beaucoup de choses dans les équipes au sein du groupement, mais la chaire finance digitale qui a été
été créé par carte bancaire à l'origine. Donc aujourd'hui, c'est 3 partenaires financiers. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu les sujets. Donc carte bancaire CB, la Caisse des dépôts et l'INSEE, des partenaires académiques et puis des partenaires de recherche. On travaille avec la CPR Banque de France ou le Conseil d'analyse économique. Donc c'est le cabinet des économistes proche du Premier ministre. Et donc dès 2020, en fait, quand le confinement arrive, on est incapable avec les données de la statistique publique de pouvoir le jour d'après prévoir en fait la baisse de consommation et les effets des confinements spatiaux, comment on consomme à Marseille, à Paris, etc. Est-ce qu'il y a des décalages dans le temps? Et donc on va pouvoir aider l'INSEE à conduire ces analyses, mais on va aller un petit peu plus loin. Nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est de travailler sur la mobilité de la consommation. Une carte, il y a des transactions, elles sont séquentielles dans le temps, et donc je suis capable, avec la géolocalisation, de regarder quelle est la distance qui est parcourue par une carte sur le territoire. Pourquoi on fait tout ça? Pour analyser en fait, des modèles en fait, de propagation de chocs économiques sur le territoire, pour savoir exactement comment se diffusent les chocs dans le système économique. Et donc je vous donne juste 2 graphes avant le premier confinement et durant le premier confinement. Et donc on a 2 courbes, 2019, la période pré-Covid, et 2020, quand le confinement arrive. Donc on a 2 graphes avec la distance totale parcourue par des cartes, par exemple, sur l'axe horizontaux, et sur l'axe verticaux, on a la proportion de cartes qu'on regarde. Et donc il y a des cartes qui parcourent plus de 800 ou 1000 km en fait, sur la période observée. Donc on voit que les 2 courbes sont assez pratiquement similaires avant le premier confinement, et durant le premier confinement, on va se rendre compte que les gens consomment beaucoup plus sur place, mais du fait du confinement précisément. Et donc ce qui va nous permettre en fait, avec ces indicateurs-là, travailler sur la mobilité entre les commerces, entre les villes, entre les régions, essayer de modéliser, d'avoir des modèles statistiques qui nous permettent de modéliser et d'étudier la propagation des chocs à travers le territoire. Juste pour vous donner d'autres exemples, on travaille beaucoup sur l'évaluation des programmes de politique publique, c'est-à-dire l'efficacité, comment l'État ou les collectivités territoriales peuvent utiliser des données alternatives pour étudier l'efficacité de leurs programmes. Et donc on travaille précisément sur, par exemple, pour ceux qui connaissent le programme ACV, par exemple Action Cœur de Ville, pour revitaliser l'économie en fait, des centres-villes, les programmes de petites villes de demain, etc. Et puis on a travaillé pas mal sur le plan vélo pour étudier, par exemple, comme on a des données qui sont très géolocalisées, comment la construction de pistes cyclables pouvait avoir un impact sur l'économie, sur les commerces qui bordent ces pistes cyclables, pour justement répondre à des problématiques que la mairie de Paris a en tête, et notamment les commerçants. Est-ce que oui ou non, en fait, le développement de ces pistes cyclables a un impact négatif ou positif sur leur activité commerciale? Un autre exemple, quand on parle de territoire, et donc c'est pour ça que j'insiste sur la partie plutôt spatiale que temporelle. Donc les cartes bancaires, c'est pas seulement des transactions, mais c'est aussi des terminaux de paiement électronique, des distributeurs automatiques de billets. Et donc ça, on sait que ces équipements-là, ou l'accès à ces équipements-là est primordial pour développer en fait, l'activité des communes, parce que le fait de disposer par exemple d'un distributeur automatique de billets permet en fait, de retirer des espèces et de dépenser dans les commerces de centre-ville. Et donc on va développer toute une batterie d'indicateurs pour essayer de mesurer quel est l'accès des populations locales à ces équipements bancaires, et essayer d'avoir des modèles statistiques de causalité qui nous montrent comment une variation de l'équipement sur un territoire peut avoir un impact positif ou négatif sur la création d'entreprises, la consommation, l'emploi, etc., etc. Un autre exemple sur lequel on travaille beaucoup depuis quelques temps, sur la transition climatique, comment ces données en fait, nous permettent de géolocaliser en fait, des chocs et d'étudier leur impact économique. Donc ça, c'est le démarrage du feu à la tête de bûche l'été, enfin un an avant, donc en Gironde, les feux en Gironde par exemple. Donc on a des données satellites en fait, qui nous permettent de mesurer en fait, la zone impactée, et avec les données cartes, on va géolocaliser les sirettes qui sont équipées de terminaux de paiement électronique CB, et donc de pouvoir mesurer en fait, comment en fait, les zones qui sont touchées par les feux ou les commerces qui bordent ces zones sont impactés positivement ou négativement. Alors ça peut être négativement pour les commerces qui sont très proches des feux de forêt, mais il peut y avoir des externalités de consommation positives sur les villes d'à côté, c'est-à-dire que les consommateurs se déplacent. On va pouvoir mesurer tout ça et essayer de prévoir comment ce choc en fait, se propage de ville en ville.
villes, comment certaines villes bénéficient des feux de forêt ou au contraire comment d'autres subissent en fait les chocs. Et enfin, donc, ça c'est le gros programme sur lequel on souhaite travailler, sur lequel on a commencé à réfléchir, c'est avoir des données en temps réel sur les retombées économiques d'événements sportifs, donc des villes qui organisent par exemple la Coupe du Monde de rugby ou les Jeux Olympiques en 2024, avoir en temps réel l'activité économique, en fait les retombées économiques pour la ville de Paris, arrondissement par arrondissement, secteur par secteur, etc., etc. Donc voilà juste quelques exemples de la recherche, comment ces données cartes bancaires servent la recherche en France et puis la recherche à l'international, parce que ce sont des équipes qui sont bien sûr pilotées à Télécom Paris, enfin l'Institut Polytechnique de Paris, mais en interaction avec tous les laboratoires de recherche au monde. Voilà, merci beaucoup, merci pour votre attention. Merci beaucoup David, merci Émilie, c'était très clair et très intéressant. Si vous le voulez bien, nous pouvons passer aux questions. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question? Alors moi j'en ai une. Je vais déjà en poser une à Émilie. Vous expliquez que les données à haute fréquence ont un intérêt tout particulier pour vos travaux, mais est-ce que l'INSEE mobilise d'autres sources de ce type et comment les données CB viennent dialoguer avec elles? Oui, en effet, donc, comme on disait pendant la présentation, l'ensemble de la consommation des ménages ne se fait pas nécessairement par carte bancaire et donc notamment pour les charges d'électricité, on a des données qui remontent sur la consommation en mégawattheure d'électricité des ménages. Et à une autre source qu'on va mobiliser vraiment en parallèle à la source CB, ça va être des sources de données de caisse issues des grandes surfaces alimentaires, grandes surfaces principalement alimentaires, parce que finalement la transaction CB dans une grande surface à dominante alimentaire, on ne va pas savoir exactement ce que les gens ont acheté. Et donc on peut comparer cette information-là et la compléter avec les données de caisse qui, elles, nous permettent de vraiment connaître la consommation en grande surface, mais qui ont l'inconvénient de ne nous parler que de la consommation en grande surface. Donc voilà, on a d'autres sources à haute fréquence de ce type-là qui viennent vraiment compléter en fait, ce que les transactions par carte bancaire CB peuvent nous dire. Et est-ce que finalement ces données CB peuvent être aussi mobilisées pour d'autres types d'études sur le comportement des ménages, comme par exemple le contexte actuel de l'inflation? Comment travaillez-vous avec ces données? Oui, donc c'est vrai que là on a vu un exemple d'exploitation très ponctuelle liée vraiment à une actualité qui était les ruptures de stock dans les stations-service. Maintenant, on peut faire d'autres types d'études. Alors, dans le contexte actuel, on a notamment peut-être l'intuition, alors c'est pas encore fait comme étude, mais on peut avoir l'intuition que les ménages vont diversifier en fait les magasins, les lieux de vente qu'ils vont fréquenter pour optimiser leur budget, vraiment optimiser, trouver le produit le moins cher. Si on fait ça, on va faire plus de transactions avec un panier moyen qui, corrigé de l'inflation, va être moins important qu'auparavant. Donc ça va être ce type de choses qu'on va pouvoir voir par exemple dans les données. Donc ça peut être une idée d'études à venir vraiment dans le contexte actuel avec des données qui sont encore relativement macro, dans le sens où on connaît simplement le montant moyen, enfin le montant de la transaction. Et rien qu'avec ça, on peut déjà éclairer pas mal de choses. Tout à fait. Peut-être, je vois qu'il y a des questions qui... Oui, bonjour, Yves Péchinet, Créa École. Ma question, c'est est-ce que vous envisagez, chez CB, de mettre à disposition ces données agrégées en open data pour développer des écosystèmes sur l'exploitation de ce type d'informations agrégées?
Alors pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est vrai que la data chez CB, c'est assez récent, enfin en tout cas pour ce type d'usage. Donc aujourd'hui, et comme vous le savez, hein, CB c'est aussi les membres CB et c'est des discussions que l'on se doit d'avoir tous ensemble. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore à l'heure du jour, mais peut-être demain. Allez-y. Oui, vous m'entendez ? Ah Oui. oui, vous m'entendez. Ces données, elles ont une certaine valeur. Est-ce qu'elles sont mises à disposition uniquement d'acteurs publics ou est-ce qu'elles peuvent être revendues à des acteurs privés éventuellement Alors aujourd'hui, comme je disais, c'est uniquement la sphère publique, notamment les grands institutionnels. Nous n'avons pas aujourd'hui de velléité de monétiser cette data. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont des décisions qui se font avec les membres CB. Et aujourd'hui, ce n'est pas à l'heure du jour. Oui, bonjour. Vous avez évoqué des modèles prédictifs. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques illustrations ? Peut-être David ? Vous m'entendez ? Oui, modèle prédictif sur les, par exemple, en fait, le Trésor ou même la Banque de France a besoin de grands modèles macroéconométriques pour prévoir en fait tout simplement le PIB de la France. Donc, comme l'a dit Katerina, les données CB, c'est plus de 60% des dépenses de consommation finale qui comptent pour 50% de ce PIB-là. Donc on a beaucoup de données pour mettre en place des modèles macroéconométriques basés sur les données CB pour essayer de prévoir à très court terme en fait les dépenses de consommation des Français et pouvoir localement, parce que ces grands modèles macroéconométriques sont souvent faibles sur le spatial, c'est-à-dire que les données en fait les modèles qui prévoient le PIB régionalement sont pas disponibles pour les chercheurs continuellement, donc c'est l'INSEE qui fabrique ça. On l'a pas non plus par les secteurs. On sait que CB colle vraiment très bien à la réalité à une grosse part de marché en fait sur certains secteurs, et donc on va mettre en place ces modèles macroéconométriques pour essayer de prévoir à très court terme géographiquement, localement, ou les secteurs, ou alors de manière agrégée en fait les dépenses pratiquement au jour le jour, à la semaine, ce qui n'est pas le cas en fait des grands modèles macroéconométriques de la Banque de France par exemple. J'ai encore une question, j'en profite, j'ai le micro. Dans les données cartes, il y a de plus en plus de données cartes qui échappent à CB via les acteurs internationaux. Est-ce que les pouvoirs publics demandent également les données des acteurs internationaux pour avoir des données cartes complètes? Alors, déjà, il y en a un petit peu, hein, mais ça reste une représentativité qui est extrêmement satisfaisante. Et puis c'est aussi le métier aussi de statisticien, de savoir tenir compte de ces biais et de savoir travailler avec. Et je pense que là, on est vraiment dans le cœur du métier des statisticiens et de savoir faire les redressements adéquats qui conviennent. Émilie, hein, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Non, c'est ça. Le statisticien, historiquement, il fait des enquêtes, il conçoit des questionnaires, il les pose à un échantillon de ménages. Ensuite, il redresse les données qui lui remontent pour proposer une représentativité, des données qui sont représentatives de l'ensemble de ménages cette fois. C'est un peu la même idée quand on a des données qui nous viennent du privé, dans lesquelles les champs ne sont pas complètement maîtrisés par nous, mais on mobilise ce type de redressement de la même manière. Et il y a différents biais, hein, c'est-à-dire les données CB ont différents biais métiers, puisque ce ne sont pas des données qui sont faites à la base pour faire des statistiques. Donc voilà, je crois qu'avec quelques années maintenant d'expérience, on a appris avec l'INSEE, on les a beaucoup accompagnés aussi à gérer ces biais-là. Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour, Emmanuel François, BNP Paribas. Les données que vous montrez par MCC pourraient intéresser certainement nos commerçants. Est-ce qu'il serait possible de nous communiquer par l'intermédiaire de cartes bancaires des tableaux de bord
par région, par code MCC, qui pourrait donner un éclairage intéressant et représenter des inputs exploitables par les activités des commerçants. Oui, alors on en fournit certains, hein. Il y a des tableaux de bord qui sont fournis à nos membres. On peut imaginer en fournir d'autres, mais à ce moment-là, si vous le voulez bien, je veux bien qu'on reprenne cette discussion peut-être après cette conférence. Mais oui, bien sûr, ça fait partie des choses que CB se doit de faire pour ses membres. Tout à fait. Bonjour, Pierre Monchot de Prélude. Question pour Émilie et ou David. Est-ce que dans des études récentes que vous avez faites, il y a des évolutions ou des tendances qui vous ont surprise? Non, j'ai rien qui me vient là. Mais, Des évolutions, des tendances? Non, j'ai pas de cas comme ça en tête, non. Sur le plan vélo, vous avez, c'est quoi les conclusions du rapport sur le plan vélo? J'ai fait exprès de ne pas les donner parce que je voulais pas trop. Elles ne sont pas encore publiques. Elles ne sont pas encore publiques. Ce que je peux dire, c'est que ça a un impact statistiquement significatif sur le volume, sur l'activité. En valeur, on ne trouve pas de lien statistiquement significatif pour le moment, mais bon, voilà, il y a un autre plan vélo qui est en train de se mettre en place. Donc, mais pour l'instant, on voit que ça a un impact positif sur l'activité en termes de nombre de transactions. Excusez-moi, faut que je passe. Merci. Bonjour. Vous avez dit que vous travailliez de façon plus ponctuelle sur des grands événements. Est-ce que vous avez déjà des projections sur les évolutions de consommation autour des Jeux Olympiques? Non. On met en place, en fait. On est en train de mettre en place les méthodologies. Donc il faut d'abord réfléchir au modèle pour essayer de mesurer toutes choses égales par ailleurs, en fait, l'impact qu'on souhaite mesurer. Et donc là, on est en train de fabriquer pour être opérationnel, on est en train de fabriquer les modèles, les extractions de données, la visualisation de ces données pour le plus grand public. Et donc on met en place tout ça pour être opérationnel, en fait, quand les JO, peut-être un peu avant l'entrée en vigueur des JO, mais voilà, c'est pas encore prêt, quoi. Je vous entends pas du tout, je vous entends pas, je suis désolé. Non. Oui, ça y est. Et sur la Coupe du Monde de rugby? Non, on n'a pas encore les. Donc là, non, on n'a pas les résultats. Non. Je crois qu'on me fait signe, on me demande d'arrêter la conférence. Désolé, peut-être que vous pourrez poser votre question à nos interlocuteurs hors keynote. Eh bien, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci.